Bonjour, bonjour. Toutes nos excuses pour ce retard dû aux raisons indépendantes de notre très bonne volonté. C'est Canal Presse. Merci de vous rejoindre à nous. Tout de suite et maintenant, voici le sommaire de cette édition. Voici une question. Où en est-on avec l'intégration et l'unité nationale au Cameroun? Pour faire le point, le voisin d'en face a convoqué de bons points en rapport avec la marche unitaire. Mariage sans frontières, équilibre régional dans la gestion publique, l'anglais et le français comme langues officielles, le code de procédure pénale unique, infrastructure et structure, en appui au sentiment de vouloir vivre ensemble. Mais un autre voisin, celui-là d'à côté, a vu en la fête des cinquantenaires de la réunification et des armées un début de réconciliation. Réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes et réconciliation des Camerounais avec l'histoire. Ce voisin a dit qu'il y a jusqu'ici, comme deux Cameroun, celui des pauvres majoritaires qui lorgnent la justice sociale et celui d'une minorité aux affaires depuis des lustres. Il a ajouté qu'en ce moment même, il y a redéploiement familial et la question des terres est là pour le confirmer. La vraie unité, dit-il, se trouve dans l'égalité. Égalité dans l'accès à l'école, l'accès aux postes de décision et de pouvoir, égalité dans l'accès aux concours administratifs et à tous les services sociaux et militaires. Et que le SINC, mouvement sécessionniste au Cameroun, le dit, même s'il le dit très mal. Le même voisin d'ici considère que le jeu de l'alternance au pouvoir est une affaire d'une minorité qui risque de faire rejaillir le tribalisme. Après avoir suivi mes deux voisins, suivons nos panélistes pour savoir quelle est effectivement la direction du vent. Droit de poursuite, et si le Cameroun cédait enfin? Yaoundé est longtemps resté campé sur sa position, refusant de s'exposer aux appétits expansionnistes du Nigeria. Ce dernier a toujours demandé à poursuivre les membres du Boko Haram sur le sol camerounais. Une demande jugée délicate et contraire au principe de souveraineté de Yaoundé. Le ministre Pierre Moukokombonjo des Relations extérieures du Cameroun avait en son temps expliqué que cela n'était pas nécessaire, brandissant tout d'égo les accords du 28 février 2012 qui favorisent plutôt les actions militaires simultanées et des patrouilles mixtes. Le sommet de Paris a apparemment tout basculé. Le Nigeria pourrait traquer Boko Haram sur le Cameroun. Une réponse militaire à un problème politique interne au Nigeria avec cette rupture du Gentleman Agreement sur la succession à la tête de l'État. Le Boko Haram préfère le Sahel pour opérer comme aux frontières entre le Tchad et le Cameroun. Ce qui justifie la récente venue au Cameroun du président Idriss Déby Itno, lequel a dit contraire à l'islam toutes les pratiques du Boko Haram. Les enjeux de cette visite sont à revisiter, tout comme il y a lieu de formuler des hypothèses face à la menace asymétrique Boko Haram. Si le Cameroun accède à la demande nigériane, à quoi renverrait le droit de poursuite? Canal Presse, rendez-vous toujours tenu pour nourrir vos attentes hebdomadaires. Cette émission est diffusée en direct et concomitamment sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit Ghislain, Pierre et Sono. Bon appétit également à ceux qui sont d'ores et déjà à table. Tout de suite, au pas de course, on va découvrir à présent les différents panélistes qui vont nous permettre de décrypter cette actualité. On commence par Hilaire Kamga, l'auteur de l'offre Orange. Hilaire, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les citoyens qui nous regardent et qui attendent toujours l'alternance au Cameroun qui viendra bientôt. Puisqu'on parle d'offre Orange, on pourra également faire un rapprochement avec l'énergie. Cette semaine, on a suivi finalement la signature de la convention entre l'État camerounais et Actis qui reprend les parts de ASONEL. Une bonne nouvelle pour vous? C'est une très triste nouvelle, il faut le dire, parce que cette date du 23 mai doit être considérée comme une journée assez triste pour les Camerounais. Parce que, voyez-vous, la mafia vient comme ça, encore une fois de plus, d'avoir le dessus sur le peuple camerounais. Ceux qui manipulent, qui se servent de l'État camerounais, vous voyez, vous venez de dire, ça a été signé au nom de l'État camerounais, bien entendu. Le ministre Nkuna représentait l'État camerounais, c'est au nom de l'État camerounais, donc en notre nom. Non, en notre nom. Voyez-vous, on peut manipuler comme ça l'État et faire que les gens spolient comme ça nos richesses.
AES Sonel, AES qui est en train de partir, vous le savez très bien, nous laisse une ardoise de près de 800 milliards de francs. Ils ont dit avec tellement de suffisance que cette société qu'ils ont acquis à près de 40 milliards, ils la cèdent avec... il faisait presque 100 milliards d'ici. Vous savez que les avals de l'État du Cameroun pour près de 200 milliards ont été utilisés pour lever des crédits à l'international et on n'en parle pas. Et il n'y a pas d'énergie. Et puis du coup, du jour au lendemain, on décide comme ça de confier à une structure qui manifestement n'a aucun CV en la matière au moment où M. Biapol parle justement de l'émergence. Émergence qui devrait pouvoir utiliser les ingénieurs camerounais. On a suffisamment d'ingénieurs, on a suffisamment de ressources financières. Si on a vendu à Artis, je crois qu'il s'appelle comme ça, Artis, cette histoire-là, 100 milliards, il me semble que l'État camerounais pourrait disposer de 100 milliards. Et si on avait été plus sérieux, on aurait lancé une OPA, c'est-à-dire un appel à prise de participation populaire. Et les Camerounais, chacun prendrait une souscription de 10 000 francs et puis cette société deviendrait camerounaise. Il n'y a pas de raison qu'on nous humilie de cette manière, de manière permanente. Et en tout état de cause, je crois que le peuple camerounais avisera. En tout cas, le maçon sera jugé au pied du mur. C'est une affaire à suivre de très près. On accueille le deuxième invité, Faustin Dikam, à présent. Faustin, bonjour et bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et bonjour à tous les panélistes, bonjour à Caliste qui est en train de rentrer dans le studio. Non, je veux être, je ne sais pas comment dire, je suis fier de retrouver ce beau plateau du Canal 2 International ce matin. Ok, peut-être vous serez doublement fier dans la mesure où le Cameroun, cette semaine, a atteint le point de l'initiative ITIE. Quelles peuvent être les attentes, selon vous, des Camerounais par rapport à cette histoire? Je crois que c'est une bonne chose que le Cameroun ait pu être retenu au sein de cette institution. Vous savez que pendant longtemps, dans notre pays, les dossiers liés au pétrole et aux ressources minières étaient classés tabous. C'était des dossiers top secrets. Maintenant, avec ETIE, qui dit d'ailleurs que le Cameroun a présenté l'un des plus bons dossiers en la matière, la ménagère de Mobilon peut-être saura à quoi sert l'exploitation du diamant ou de l'or là-bas, qu'est-ce que ça lui rapporte dans son panier, ainsi de suite. Je crois que c'est une très bonne chose. Désormais, on va éviter ces inégalités qui sont même souvent la source de certains conflits. Parce que, croyez-moi, l'une des raisons pour lesquelles Boko Haram et tout ce que nous voyons en ce moment de l'autre côté se battent, c'est aussi pour les ressources pétrolières, l'inégalité dans le partage. Ne sera plus une sinecure. Voilà, je crois que ce sera ça. On a présenté un bon dossier, EUT a accepté notre dossier. Maintenant, dans sa gestion, est-ce que ça va suivre? C'est là toute la question, parce que vous savez très bien que nous, ici au Cameroun, on a l'habitude de présenter de très bons dossiers, on a l'habitude de faire de très bonnes lois, mais c'est son application qui fait souvent problème. Merci Faustin Dikam, troisième invité sur ce plateau, le professeur Hubert Mononjana. C'est la première fois qu'il nous fait l'honneur de nous rendre visite sur ce plateau. Professeur Hubert, bonjour, bienvenue. Je vous remercie pour cette invitation. C'est la première invitation aussi que je reçois. Merci pour la précision. Avec vous, on va parler de cette situation au niveau des universités d'État, notamment l'université de Buea, une semaine de débrayage. Que vous inspire cette situation vécue par les étudiants de l'université de Buea cette semaine? J'ai pris l'information dans les quotidiens. Il semble que les collègues ne sont pas à l'aise de se voir déposer à l'entrée de l'université par des taxis. Et il souhaiterait que les taxis aient accès jusqu'au fin fond de l'université pour qu'ils accèdent. Voilà. Donc je crois que c'est un mécontentement pour des commodités de déplacement. Ce n'est pas le cas avec l'université de Yaoundé 1 qui a d'autres moyens de locomotion? Nous avons quelques cas que Bolloré est venu nous déposer, ça monte, ça descend, ça porte joyeusement les étudiants. Je crois que non, nous n'en sommes pas au problème de l'université de Buea en matière de transport. On accueille le quatrième invité, également un universitaire, le professeur Touda Ebodé, habitué de ce plateau. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes géostratège, on va parler sécurité, stratégie avec vous, si vous le permettez, avec cette histoire de téléphone satellitaire de l'ambassadeur de la Suisse au Cameroun qui a été délesté
au niveau du boulevard du 20 mai de son téléphone satellitaire en pleine célébration du 20 mai. C'est inquiétant, non? C'est inquiétant, on peut le dire. On peut dire que c'est inquiétant, mais ça dépend aussi de comment le téléphone lui-même a pu être posé. Ça peut aussi être tout simplement l'objet d'une perte. Moi, je crois qu'en ce genre de situation, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, peut-être qu'il y a aussi eu un peu de faiblesse dans le dépôt des objets. Et comme vous le savez, au boulevard du 20 mai, le jour du défilé, tout matériel électronique est suspect. Tout matériel électronique est suspect, mais donc si on suppose que ça n'a pas été retiré d'un sac, c'est qu'on a vu un objet peut-être qui émettait des ondes et on le prend tout simplement pour des raisons de vérification. Attendons voir, on verra ce que ça va donner. Et si on imaginait par exemple le pire, le téléphone satellitaire dans les mains de l'ennemi, il y a lieu d'avoir des frayeurs. L'ennemi, ça peut être qui au boulevard du 20 mai. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez ici ennemi, parce qu'en termes de sécurité, l'ennemi, c'est celui avec qui tu fais la guerre. Donc, je ne vois pas avec qui on aurait à faire la guerre au boulevard du 20 mai le jour du 20 mai. Mais ce qu'on sait, c'est que, vous savez, tous ces appareils technologiques ont des modalités susceptibles d'être identifiées le plus vite possible. C'est pour ça que je dis de laisser venir. Vous comprenez la réserve du professeur géostratège, donc les stratégies ne se discutent forcément pas sur les plateaux. On accueille le 5e invité, c'est la première fois qu'elle nous rend visite sur ce plateau, connu du public camerounais et même de la diaspora, Kalice Béala. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on parle de cette affaire de Thierry Michel Atangana qui a donc porté plainte à 3 personnalités camerounaises, le ministre de la Défense Edgar Alain Mebengor, Amadou Ali et le ministre garde des Sceaux. Comment est-ce que vous avez accueilli cela au niveau de la diaspora? Écoutez, la diaspora ne s'occupe pas trop de ce genre d'histoire parce qu'elle n'a pas la maîtrise exacte de ce qui se passe, d'une part, et d'autre part, elle suit ce que dit le Cameroun, à savoir qu'il y a eu des détournements de fonds à des moments précis de l'histoire du Cameroun, et estime par ailleurs que des condamnations ont été prononcées pas par des individus, mais j'imagine quand même, il y a des tribunaux dans ce pays. Je ne pense pas qu'à moins de me tromper, qu'un ministre ou une individualité ait le pouvoir d'enfermer quiconque. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des problèmes au Cameroun, mais je pense quand même qu'il y a des institutions qui fonctionnent avec ces puissances et ces défaillances, comme partout ailleurs. Et que j'ai été surpris, moi, personnellement, que quelqu'un qui, puisque la double nationalité n'existe pas, sauf pour les femmes au Cameroun, hein, je me demande, parce que sauf les femmes, par exemple, moi, j'ai tout à fait le droit, en tant que femme, et ma descendance, parce qu'il y a une forme de matriarcat dans la constitution camerounaise qui protège les femmes camerounaises qui prennent d'autres nationalités. Pourquoi? Parce que souvent, c'est par le mariage. Et le Cameroun était affronté à un problème qui voulait que quand les femmes divorçaient, qu'elles voulaient rentrer avec leur progéniture, elles n'étaient pas protégées. Donc, ça, les femmes sont protégées. Mais tout homme camerounais ne peut pas à la fois être, à cet instant T, peut-être ça va évoluer, camerounais et français. Et je me suis toujours posé la question de comment cela se faisait-il que quelqu'un qui n'était pas camerounais ait pu avoir accès à un tel poste de responsabilité pour par la suite nous mettre dans l'embarras de dire que lui, il n'était pas camerounais, qu'il était un Français injustement emprisonné. C'est là où le problème part. Donc il y a eu un manque de vigilance à ce niveau-là. Ce n'est pas une femme. Une femme ne peut pas prétendre ça. Hein. C'est-à-dire que si personnellement, moi je viens ici et que j'occupe un poste, je dois assumer cette responsabilité parce que je ne peux pas avoir perdu ma nationalité, constitutionnellement parlant. Et ça, je le sais. Mes enfants non plus. Si je fais une connerie au Cameroun et que je suis arrêté dans l'administration camerounaise, je dois purger ma peine et me la fermer. Et je trouve que ça a manqué un peu d'élégance vis-à-vis de ceux, parce que moi je n'ai jamais occupé de poste ici, qui viennent comme ça et dès qu'il y a un problème, ils accusent le régime qu'eux-mêmes ont mis en place. Moi j'ai vu le cas de Marafa qui se plaignait. J'ai été assez choqué parce que c'est lui qui a quand même mis un certain nombre par rapport aux lois électorales en place. Il a été quand même longtemps ministre de l'administration. Et je trouve qu'il faudrait que les Camerounais soient
un peu plus aimants à leur égard, à l'égard de leur pays, et que ce n'est pas parce que ça ne va pas quand on commet un crime qu'on doit accuser le pays de tous les maux. Donc personnellement, je n'ai pas défendu ces hommes-là. Je vous le dis, si vous voulez, mon opinion personnelle, parce que j'ai trouvé qu'il y avait... en fait, ils ont vendu une fausse marchandise au pays. Et ça, c'est une question de rectitude intellectuelle. C'est une question de dignité même de soi-même, de respect de soi. Parce que par la suite, d'aller parader dans les médias français, je trouve ça encore plus indécent. Ça, si vous voulez mon point de vue, je ne parle pas au nom de toute la diaspora. Je pense qu'après cette grâce présidentielle, il eût mieux fallu se taire, ne rien dire, calmer le jeu, apaiser les passions. Parce que moi, je ne suis pas riche, et quand je vois certaines personnes, les maisons qu'ils possèdent au Cameroun, Vous avez froid au dos. Ah oui. Il y a de quoi. Oui. À titre personnel, justement, vous avez dit que vous n'avez occupé aucun poste de responsabilité au Cameroun, c'est vrai. Est-il vrai également que vous avez refusé des postes de responsabilité importants du côté de la France sous l'ère Nicolas Sarkozy? Oui, parce que je n'aime pas Ce comment on serait un propose. secret si on parlait du ministère de la Culture? Quand on m'a proposé des postes, j'ai demandé qu'on me donne la défense. Ça me paraissait plus logique, puisque les pays africains sont souvent fragilisés. Donc ça m'aurait permis de faire créer une espèce de paix réelle, pas une paix apparente comme aujourd'hui, une paix réelle entre une vraie collaboration militaire de protection mutuelle entre les pays des anciennes colonies françaises et la France. Donc aller occuper des strapontins, là par exemple proposer d'entrer à l'Académie française, je ne vois pas ce que je vais y aller y faire. Je m'ennuyais. Je pense que je ne suis pas encore assez vieille pour aller occuper ce genre de poste. Ou l'intégration, je pense qu'aucun, au droit de l'homme, je pense qu'aucun pays africain n'a de leçon à recevoir de droits de l'homme venant de quiconque, puisque ne serait-ce que où nous vivons en France, il y a énormément d'inégalités et d'injustices, contrairement à ce qu'on fait croire ici. Je vais dire qu'un petit garçon, un petit enfant africain-français qui vole un morceau de pain en France se prend 6 ans de prison ferme. Je dis bien morceau de pain. 6 ans de prison ferme. Alors que celui qui est riche, qui a volé des milliards, il ne va même pas en prison. Donc je pense que j'ai préféré garder mon autonomie pour servir un jour l'Afrique, c'est vrai. Servir l'Afrique, on peut s'attendre à un poste ministériel au Cameroun, c'est possible? Oh non, je n'ai pas dit ça. Servir l'Afrique, c'est aussi peut-être travailler au niveau de l'Union africaine. Ne pas avoir le bagage d'avoir servi des intérêts contraires à l'Afrique. Je ne l'ai jamais fait. Et ça, même ceux qui ne m'aiment pas pourraient le reconnaître que ça, je ne l'ai jamais fait, malgré... et je pense que je suis quand même la personne qui a le plus reçu de propositions, des choses importantes en France parmi les Noirs. Et je n'ai jamais voulu parce que il y a, par rapport à l'histoire, des choses qui me gênent. Je me vois mal partir en abandonnant les 10 millions d'Africains français qui sont en difficulté, parce qu'après, je n'aurai plus la parole libre pour dénoncer des situations qui sont beaucoup plus calamiteuses que vous ne le pensez. Hein. Okay. Merci Calice d'avoir accepté notre invitation. Le panel est réuni. On va marquer une autre pause juste pour prendre la revue de la presse feuilletée pour vous et pour nous. C'est par Harley Debo en DB. Bonjour, le sommet de Paris s'est achevé sur la déclaration de guerre de Paul Biya à Boko Haram. Déclaration aussitôt suivie de l'adoption d'un plan d'action. Pourtant fait remarquer repère, la déclaration de guerre de Paul Biya ne cadre ni avec son tempérament, ni avec son attentisme. C'est d'autant plus, ajoute Émergence, que c'est Goodluck Jonathan qui est passé par Paris pour pousser Paul Biya à prendre part à ce rendez-vous qui a malheureusement coïncidé avec une nouvelle frappe de la secte islamique. Le soir même de la clôture des travaux, Auront Plus en fait écho. L'œil du Sahel également donne plus de précision à sa une. C'est que Boko Haram venait de perdre 16 hommes dans l'attaque de Ouaza. Mais Prospective Nouvelle nous informe que tous les corps des assaillants ont été emportés. 4 camions bennes également, mais surtout 10 Chinois enlevés. La nouvelle expression démontre justement comment ces Chinois ont été enlevés dans cette attaque spectaculaire du commando qui s'est déroulée comme dans une production hollywoodienne.
Matière donc pour la presse, après ce défi de Boko Haram au chef de l'État réuni à Paris, Essingang parle du soldat Biya qui vient d'adopter une posture martiale face à un ennemi invisible, sournois et doté d'une force de frappe puissante. Et le messager de s'interroger sur la capacité du Cameroun à combattre la secte islamique au-delà des discours politiques. Le Popoli a d'ores et déjà constaté une guerre qui va, à part de tortue, au moment où l'organisation terroriste multiplie ses infamies chez nous, on conjugue encore le verbe pour reprendre le canard satirique. Le quotidien de l'économie fait observer que ces attaques de Boko Haram influencent négativement les échanges économiques entre le Tchad et le Cameroun. Le journal de Thierry Ekouti parlait du Tchad au moment où Idriss Déby Itno était invité au Cameroun pour une visite de travail avec Paul Biya. Visite marquée par ce toast entre les deux hommes au palais de l'unité. Toast selon Cameroun Tribune pour un renforcement de la relation économique entre les deux pays. Le messager croit plutôt que le président tchadien était au Cameroun pour affiner avec son homologue camerounais des stratégies destinées à en finir avec la secte islamique. Que peuvent donc les deux hommes, s'interroge Tribune d'Afrique de Faustin Djikam. Réponse au quotidien du jour qui a publié l'intégralité du discours de Paul Biya. Idriss Déby Itno conclut au journal, a demandé à Paul Biya de prendre ses responsabilités. Une responsabilité que ne veulent pas prendre les élites du Grand Nord face au sujet Boko Haram, pourtant souvent habitués à proliférer des déclarations et menaces incendiaires contre les opposants politiques de leur région. Parlons justement opposition politique et ses propositions sur la secte islamique au quotidien du jour. Pour Joshua Ozi du SDF, la mise sur pied d'un commandement bilatéral de renseignement s'impose. Pour Bapor Lipo de l'UPC, le chef d'État doit recevoir les leaders politiques. Adamou Ndamjoya de l'UDC dit qu'il faut mobiliser par le jeu des règles démocratiques. Et enfin, Sosten Meda Lipo du MRC regrette que la classe dirigeante actuelle n'ait pas anticipé sur la nécessité d'une concertation stratégique sérieuse avec les autorités du Nigeria. Au-delà de Boko Haram, la semaine a été marquée par la célébration de l'an 42 de l'unité nationale. Un succès total pour reprendre la une de Cameroun Tribune, ce d'autant plus qu'on a pu voir, dit l'action, des efforts impressionnants déployés par le président de la République, chef d'État des armées, pour permettre à l'armée camerounaise de répondre toujours plus efficacement aux menaces pouvant compromettre la paix au Cameroun. Justement, pour préserver la paix, il faut, propose Cameroun Élite Internationale de Mobelinga, faire le juste partage social. À Boya, les enseignants de l'université sont en colère contre la mesure interdisant d'accès des taxis au campus. Ils revendiquent également l'amélioration de leurs conditions de travail. La grève est prévue pour durer une semaine. Toujours de mutation, l'alerte est donnée à mi-moment. Encore des dames assassinées, 2 crimes enregistrés à l'espace d'une semaine, des victimes séquestrées et violées. C'est qu'a rappelle la série noire de 2013 dans la même bougade. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo, Harley en DB. On revient sur ce plateau pour prendre la première thématique du jour, intégration nationale et enjeux de pouvoir. 42 ans après le 20 mai 1972, Faustin Djikam, est-ce qu'on peut parler d'unité nationale, d'intégration nationale au Cameroun? 42 ans après, on peut bien parler d'unité, mais si le Cameroun est uni, est-ce que les Camerounais sont unis? Il est ici question de la consolidation de l'unité nationale. Face à la fracture sociale, où 1% de la population détient 99% de la richesse nationale, il y a un problème. Face à des gens, et puis vous avez entendu Calice tout à l'heure dans ses propos liminaires, quand elle vous dit que lorsqu'elle voit des maisons qui sont construites ici par des fonctionnaires, ça lui donne froid au dos, elle n'a pas tort. Parce que nous sommes dans un nouveau monde où la richesse des individus tend à dépasser celle de l'État. Nous sommes dans un nouveau monde où des individus se sont accaparés la richesse nationale et font de cela ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas normal. Et c'est ça qui a créé cette grosse fracture où les gens ont tendance à penser que les Camerounais sont de plus en plus divisés aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur mon sujet d'entrée pour vous dire que nous applaudissons des deux mains lorsque le Cameroun entre dans ETI parce que désormais, par exemple, en ce qui concerne les richesses pétrolières et minières, on pourra savoir au moins comment c'est géré et on pourra savoir au moins ce qui nous revient, en fait, ce qui revient au peuple. Au niveau de la répartition. Vous voyez? Donc c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la paix, mais on ne mange pas la paix. Vous voyez? Quand vous avez faim chez vous, quand votre enfant n'a pas mangé le matin,
avant d'aller à l'école. Lorsque vous revenez le soir et que vous savez que vous n'avez rien à donner à votre famille, vous ne pouvez pas être en paix, M. Bouba. Voilà le problème. Parlant justement de la paix, Yaya Kamga, sans paix, on ne peut rien faire, non? Non, il faut dire que c'est un slogan qui a été utilisé par un parti politique pour sa campagne électorale, la paix. Mais simplement, comme l'a dit Faustin tout à l'heure, la paix, à la réalité, la paix est d'abord intérieure. Pour paraphraser le cardinal Toumi, s'il n'y a pas de paix intérieure, il y aura pas de... On peut pas épiloguer sur la paix extérieure. Et ça, c'était une évidence. Parce que vous collez cette dimension, cette notion de paix au thème du jour, qui est sur l'unité nationale. Bien entendu, parce qu'on a vu sur le titre de Cameroun Tribune ici dire succès triomphal, la fête qui a été menée. Non. On a fêté pour montrer effectivement que l'armée camerounaise est prête à un certain nombre de choses. Mais cette armée camerounaise, elle est incapable de protéger les propres citoyens camerounais. On n'est pas en paix. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit et dont je fais mienne les propos de M. Dikam sur l'État, sur la photographie qu'il fait du Cameroun. On ne peut pas parler aujourd'hui de paix ici lorsque, comme il a dit, près de 90% des Camerounais, non, vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Ils auraient pu même supporter moralement si par ailleurs ils considéraient, comme dans certains pays, que leur pays était très pauvre et que le peu qu'il y avait un strict down et que bon, la richesse était au moins repartie de manière équitable. Mais ils ne peuvent pas le supporter parce qu'en même temps, ils se rendent compte que la mafia qui s'est accaparée de l'ensemble de la richesse du Cameroun, qui est acceptée, tolérée et mise en place par M. Biya-Paul, cette mafia-là, cette mafia nargue le peuple en même temps. C'est-à-dire spolie le peuple de ses richesses, maintient ce peuple dans la misère et se moque ensuite de ce peuple. On vient de parler, tout à l'heure, je parlais avec certains amis sur les 142 hectares qui sont en train d'être pris aux populations de Nomayos, à côté. Parce qu'il faut noter aussi qu'on spolie non seulement la richesse, mais la terre. C'est-à-dire que les Camerounais d'ici peu, pour ceux qui ne sont pas dans la mafia, n'auront même plus leur propre terre. 142 hectares qu'on prend pour dire qu'on va construire une prison militaire. Une prison militaire dans les banlieues de Yaoundé à Nomayos. Les populations sont appelées à déguerpir. Et le chef de ce village a dit, si M. Biya-Paul veut que nous marchions pour le retrouver à Itoudi, on va marcher parce qu'on n'aura plus de terre. Et ça, c'était pour rappeler qu'on ne peut pas continuer à mafioser le Cameroun comme ça et parler de paix, parce qu'on crée des foyers de conflits de manière permanente et de manière régulière. Ok, pour vous, c'est entendu, il n'y a pas de paix. Calix, vous, avec beaucoup de recul, vous qui êtes de l'extérieur, est-ce que, aujourd'hui, quels sont, selon vous, les acquis et les limites de l'unité nationale? Moi, je pense qu'en fait, on voit vraiment, je suis désolé de vous le dire, hein, je n'ai pas dit que tout était parfait au Cameroun, mais tout n'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous n'avons qu'une lecture très repliée sur soi-même de ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est au niveau mondial. Ce n'est pas une histoire camerounaise où il y aurait une élite qui volerait et qui dépouillerait, qui aurait seulement... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peine 2% ou 3% de la population mondiale qui s'accapare réellement toutes les richesses du monde. Donc, je pense que, et associer de manière obligatoire, moi je ne suis pas géostratège, l'unité nationale avec la redistribution des richesses, je pense que c'est une mauvaise approche. Moi, ce qui est écrivain, mais je le dis avec beaucoup de prudence, vous pourrez me reprendre. Je pense que l'unité nationale se trouve dans le patriotisme, dans l'amour de son pays, dans d'autres éléments qui fédèrent et unifient que dans le partage des richesses. Le partage égalitaire, l'égalitarisme n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Qu'il faille travailler un peu plus à mieux repartir les richesses, qu'il faille travailler un peu plus à scolariser. C'est vrai que là, c'est fait déjà. Je trouve qu'il y a quand même des acquis sur le plan de la scolarisation. Allez dans d'autres pays d'Afrique qui ont eu l'indépendance au même moment que le Cameroun. Non, mais je finis. S'il vous plaît, laissez Calix. 49% des élèves du CM1 au Cameroun ne savent ni lire ni écrire. C'est un rapport de la Banque mondiale. Ok, bon, d'accord. Laissez Calix aller au bout la Banque mondiale de sa logique. Est carrément... Je vous donne des références. Je suis journaliste. Okay, Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis quelqu'un qui réfléchit sur la situation du monde. Et je pense que cette Banque mondiale, moi, je suis peut-être plus âgé que vous, qui ai vécu le FMI de plein fouet. J'avais 20 ans quand ces gens ont mis sur place les ajustements structurels. Nous étions à genoux. Il faut savoir que ces banques et ces endroits que vous vantez nous ont quand même mis à genoux et ont paralysé les pays d'Afrique pendant 20 ans. On n'avait même plus de bourse. J'entends les Camerounais parler
et dire que tout va mal. Tout n'est pas si mal. Je vais finir ce monsieur. Une armée n'est pas là pour protéger les populations. Une armée est là pour protéger. Ça, c'est l'affaire de la police. C'est à la... Mais excusez-moi. Laissez-la aller au bout de sa logique quand même. Ce n'est même pas une logique, c'est une réalité. Une armée est là pour protéger le territoire de toute agression. Allez-y, allez-y. De toute agression extérieure. La question est, est-ce que l'armée camerounaise, quand le Cameroun est attaqué dans ses frontières, si vous mettez l'armée dehors, l'armée n'est pas... La police est habilitée à savoir normalement. Peut-être qu'elle ne fait pas bien son boulot. Au Cameroun, je n'en sais rien. Je ne vis pas ici pour savoir. Mais c'est le boulot de la police que de protéger les citoyens, de régler les problèmes entre citoyens, de veiller à la circulation. L'armée est là pour protéger le territoire des agressions extérieures. Normalement, un pays ne doit pas laisser l'armée se déployer, sauf en cas d'urgence, dans la ville. L'armée, en cas de paix... Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Ben, je n'en sais rien, mais je vous dis parce que non, je le reprends, c'est quand même quelque chose qu'il a dit. L'armée ne protège pas la population. L'armée n'est pas là, c'est pas son travail ça, parce qu'elle peut provoquer des guerres dans les populations. Okay. Il faut arrêter d'être malhonnête un peu, mes frères. D'accord, merci. Alors, professeur Hubert Monodiana, s'il vous plaît, on va évoluer. Hein. Chacun prendra la parole à son tour, s'il vous plaît. C'est un débat d'idées dont vous allez permettre à chacun de dire ce qu'il pense sur ce plateau et vous prendrez la parole. C'est aussi ça, le débat citoyen. Vous êtes un citoyen. Alors, professeur Hubert Monodiana, le Cameroun a célébré son cinquantenaire. Est-ce que la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, la réunification a permis aux Camerounais de se réconcilier avec eux-mêmes et avec leur histoire? Bon, la réconciliation n'est pas un effet immédiat d'une célébration, mais dans la liturgie de l'histoire d'une nation, il faut ces moments. Il faut ces moments qui permettent de maintenir la mystique de l'unité. Si ce moment n'existait pas, il y aurait une dispersion terrible et personne n'aurait même plus l'idée ni le sens de l'unité. Donc pour moi, je crois que ces célébrations valent la peine. Parce que l'unité, comme je l'ai dit dans un article récent, est une nécessité à la fois ontologique et politique. Il faut être ou ne pas être. Et pour être, il faut s'unir, il faut être unis. C'est pour ça que tous les efforts doivent tendre pour créer cette unification, qui est d'ailleurs un processus historique ayant débuté depuis très longtemps. Ça avait débuté, c'est pour dire qu'on ne peut pas avoir l'unité dans l'immédiat, dans les 5 minutes après avoir proclamé, on ne peut pas l'avoir, parce qu'il y a des contradictions dans l'histoire. Il y a des progrès, et puis il y a des retours en arrière, et des restructurations. C'est comme l'organisme biologique qui se développe. Il y a la restructuration, il y a la destructuration des cellules, et puis ça progresse. Donc il ne faut pas voir l'histoire d'un pays à partir d'un seul accident. C'est peut-être un moment négatif pour une dialectique du développement. Donc pour moi, il y a bien sûr la fracture dont on parle, il y a les tribus qui existent, il faut en parler. Parce que si les gens ne se comprennent pas, d'abord parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et quand je vais dans une réunion internationale, je me rapproche par réflexe de celui qui a d'abord la même peau que moi. Et puis, c'est pas que je déteste les autres, ils ne m'ont rien fait. Mais quand je vois celui qui a la même peau, je me dirige vers lui. Bon, anglophone ou francophone, on verra après. Bon, même hispanophone, mais toujours, c'est comme, nous sommes comme des animaux. L'animal, et voilà pourquoi je dis dans mon article, l'homme est un animal tribal, et non pas l'animal politique dont parlait Aristote. Parce que la ville, la cité, la police, c'est l'ensemble, c'est une communauté qui est faite d'ensemble de lignages et de tribus. Donc ces tribus doivent savoir qu'elles existent et qu'elles ont leurs identités. Il faut donc prendre conscience de cette identité et avoir la volonté de la dépasser pour aller vers l'autre, à condition que l'autre ait la même volonté de dépassement. Voilà comment moi je conçois l'identité. Maintenant la fracture dont parlait Hilaire tout à l'heure.
il y a cette fracture, c'est un facteur aussi de désintégration, parce qu'elle maintient un mécontentement latent. Et ce mécontentement doit être dépassé. Il doit être résolu par des institutions. Est-ce qu'il est entretenu? Le mécontentement est inconsciemment entretenu. C'est une réalité. Elle n'est pas voulue. Personne ne vous dira, le président Biya ne vous dira pas que la politique, c'est de désintégrer l'État. Aucun parti politique ne dira qu'il veut désintégrer. Mais dans les effets de l'action, on constate qu'il y a une fracture. Il faut donc travailler pour la réduire. Comment peut-on la réduire? Il faut prendre les exemples dans l'histoire. Pour moi, c'est la loi, c'est la justice. L'institution judiciaire est celle qui doit réduire cette fracture, réduire le mécontentement des gens. Parce que les gens qui sont mécontents et qui ont peut-être une institution qui peut réduire les injustices, ça peut calmer les populations mécontentes. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance de cette institution, par exemple? Oui, mais en tout cas, aucune institution n'est indépendante. En soi, toutes les institutions se tiennent et s'entretiennent. Donc, dans la théorie, il y a la séparation, mais dans l'effectivité, il ne faut pas être naïf. Alors, non, je finis, je chute là-dessus, parce que les magistrats, pour moi, c'est l'institution qui doit sauver le pays. Elle doit sauver le pays en écoutant le mécontentement et en rendant justice. Une bonne justice. Une bonne justice. Bon, par exemple, si je pose un acte tribaliste, on doit la loi, il devait exister une loi. Il devait exister une loi. Tout à fait, c'est entendu pour ça. De même, attendez, je n'ai pas fini. De même, ceux qui maintiennent la fracture, c'est-à-dire ceux qui ont spolié, ils devaient rendre gorge. Il faut donc une institution judiciaire qui travaille dans ce sens, à condition qu'elle soit elle-même dépourvue de ses défauts. C'est ça le vrai problème. Si la justice n'est pas rendue, si les mécontentements ne sont pas réduits, c'est parce que l'institution judiciaire pose des problèmes. Elle est problématique. Le professeur Touda Ebode, tout à l'heure, le professeur Monondiana nous a parlé de tribalisme, nous a parlé d'ethnie, d'institutions. Dans son dernier rapport sur les droits de l'homme au Cameroun, les États-Unis s'inquiètent du tribalisme, justement. Est-ce qu'on parle beaucoup plus de tribalisme d'État? Est-ce que toutes les ethnies sont, selon vous, au Cameroun sur le même pied d'égalité? On ne peut pas dire non absolument, ni oui absolument. Parce que la donnée ethnique, attendez, la donnée ethnique, dès le départ, n'est pas une donnée homogène. Je prends un exemple simple. Si vous voulez l'égalité sur la scolarisation, alors que la colonisation a commencé à Douala avant d'arriver chez les Baya, et que l'école a donc commencé là-bas, ce qu'on va demander à l'État qui vient de naître, c'est voir comment on peut rattraper. Mais en attendant de rattraper, on va aussi instituer cette technologie que nous appelons l'équilibre régional. Et vous allez donc voir que lorsqu'on regarde la pratique de l'équilibre régional, les mêmes Camerounais qui estiment qu'on doit être unis. Unis ici signifie que nous devons, lorsqu'on fait une réunion, nous devons tous être là. Oublie au même moment qu'à l'origine, certains avaient le bac lorsque d'autres n'avaient même pas encore commencé le CP. Alors comment être unis sans être égal au départ? Voilà un problème que les pouvoirs publics auxquels ils doivent répondre. Et dans les réponses à apprendre, on ne peut plus être tout simplement sur la base des droits de l'homme, parce que vous serez obligé de tenir un peu le niveau, jugeant par exemple que telle ethnie a suffisamment de représentants à son niveau de scolarisation. Vous êtes obligé de mélanger cette ethnie avec une autre qui, lui, n'a de lettré qu'au niveau du CP. Je voudrais dire que le résultat que tout cela peut donner, vous ne pouvez pas le juger de manière objective si vous ne rentrez pas dans l'histoire de la constitution même du groupe dominant. Maintenant, je vais revenir sur l'affaire même de l'unité ou de la paix. Il ne faut pas qu'on confonde quand même tout. Le Cameroun est le seul pays qui a eu son indépendance, une partie en 60, mais qui n'a accepté fêter comme référent à l'unité ou à l'indépendance que le 20 mai. C'est suffisant, hein? Vous ne trouverez aucun pays comme ça en Afrique. Pourquoi on a eu cette conscience? Parce qu'on estimait que le Grand Cameroun avait qu'à, une fois les Allemands partis, a été divisé en plusieurs branches.
Et que tant que nous n'aurons pas retrouvé l'unité de toutes ces composantes, aucun Cameroun ne va considérer qu'il est indépendant. Je crois que c'est le message que l'UPC porte dès le début. Et vous voyez que ce n'est pas l'UPC qui a pris le pouvoir. Ceux qui ont pris le pouvoir, la partie francophone d'abord, 60, 61, attend la partie anglophone. Ils s'entendent sur faire la fédération. Et puis, ils commencent les négociations immédiatement pour finir avec la fédération. Et en 72, on signe à travers le référendum ce que vous connaissez aujourd'hui. Et on décide volontairement de ne jamais fêter le 1er janvier 60, ni octobre 61, parce que ce n'était que des parties de l'unité. Et on décide de ne fêter que lorsque nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons réalisé cette unité. Et c'est ça qu'on va appeler ici l'unité politique. Et à mon sens, on ne peut parler de l'unité politique en fait qu'au Cameroun qu'à partir des deux éléments fondateurs. La République majoritairement peuplée par les anglophones et la République majoritairement peuplée par les francophones décident librement de se remettre ensemble pour reconstituer ce qu'on va appeler du point de vue de la conscience historique camerounaise l'accident de l'histoire. Maintenant, le reste, c'est des éléments composites, c'est-à-dire à ce niveau-là, lorsque vous prenez les deux parties, francophones et anglophones, nous sommes dans ce qu'on peut appeler la superstructure unitaire. Les petites composantes ethniques à l'intérieur, c'est ça qu'il faut ajuster maintenant. Parce que l'unité globale au sens politique, c'est-à-dire ce qu'on attend des politiques réellement parlant, c'est de tenir cette unité entre francophones et anglophones. Parce que nous, ce n'est pas les Camerounais qui étaient responsables de la Constitution. Maintenant, intégrer cette unité ne signifie pas qu'il faut oublier qu'à l'intérieur des anglophones, il y a les ethnies, à l'intérieur des francophones, il y a les ethnies. Toute la technologie d'entretenir l'unité au sommet et à la base ethnique, c'est ça qui fait donc problème au niveau de son implémentation. Voilà, Calix. Oui, moi je voulais, puisque je n'avais jamais eu l'occasion, je suis très heureuse de parler avec vous, je me demande si on nous pose pas mal le problème, parce que quand on parle de mécontentement, ce n'est pas une question tribale. Je crois que c'est plutôt une question de classe sociale. Au Cameroun, on a remplacé certains mots par des mots plus péjoratifs qui sont par exemple ethnie, dans toutes les ethnies. Moi, les observations que j'ai pu faire de l'extérieur, il y a des riches, il y a des pauvres, il y en a qui tiennent le pouvoir, il y en a qui ne tiennent pas le pouvoir. On trouve ces gens dont on parle, ils appartiennent, ce que vous voulez dénoncer, à, je dirais, à l'ensemble de la communauté nationale. Ça, déjà, c'est le premier point que je voulais rattraper. Et deuxième point, la référence absolue à l'Amérique me gêne. Parce qu'en Amérique, les Noirs, c'est pas parce qu'il est là aujourd'hui, Barack Obama, qu'il faille oublier que c'est le pays le plus tribaliste et racialiste du monde. Et qu'en Afrique, nous n'avons pas forcément besoin d'eux pour savoir ce que c'est. Parce qu'il faut voir, c'est pas parce qu'il y a Barack Obama, les prisons américaines sont remplies de Noirs. Les jeunes Noirs de 20 ans, 25 ans sont à 80% dans les prisons américaines. Et je pense qu'on ne grandirait que quand nous allons construire nous-mêmes, à partir de nous, sans forcément prendre exemple sur l'autre, nos propres références, et sans forcément se projeter dans ce cas à décider l'autre. Et je pense encore enfin qu'il ne faut pas confondre l'unité nationale et le mécontentement. Et le mécontentement que vous allez retrouver au nord, au sud. Les Camerounais aiment le Cameroun. Qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est ou de l'ouest. Les Camerounais aiment le Cameroun. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils défendront leur pays. Maintenant, qu'ils se battent entre eux, à partir d'un certain nombre d'éléments liés au mécontentement social, une fois de plus, ce n'est pas tribal, allez à Nouvelle, hein. Il y a les Bamléké, il y a les Bassa, il y a les Béti, tout le monde y est en train d'essayer de vivre. Alors, Faustin Dikam, est-ce que dans la perspective de l'alternance au sommet de l'État, on peut s'attendre à une remontée en puissance du tribalisme au Cameroun? Ben non, pourquoi pas exactement. Mais il faut comprendre que l'alternance est un principe essentiel de la démocratie. L'alternance au pouvoir. Tant que vous êtes au pouvoir, vous devez mettre en place les mécanismes de dévolution de ce pouvoir. Et je crois que c'est ce qui a été fait ces dernières années par le pouvoir qui est en place en mettant sur pied des institutions qui puissent permettre la dévolution de ce pouvoir. Mais maintenant, moi je voudrais rappeler à notre cher René Caliste
qu'elle est partie du Cameroun il y a environ 40 ans, c'est ça? Oh, je suis là tous les 2 mois, rassurez-vous. Ben, vous êtes Je là- suis là tous les 2 vous êtes là mois, tous les- pas 40 ans quand même, mais rassurez-vous, je suis là tous les 2 mois. Quand je vous pas 40 entends, ans. quand je vous Voilà, entends, je suis là, je suis un Nobel. Hein, je suis j'admire un- beaucoup votre sens du patriotisme Je lié suis là à tous votre les 2 pays mois. d'origine, mais je dois vous dire qu'entre-temps, dans les faits, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé parce qu'entre-temps, les Camerounais ont cessé de se comporter dans leur pays comme s'ils travaillaient pour leur pays. Ils travaillent chez eux comme s'ils sont des coopérants. Certains, Et c'est ça. certains. Beaucoup de Camerounais, Certains. malheureusement. Certains. Moi, je vais vous prendre le cas de l'opération Épervier que le chef de l'État a fait mettre en place ici, dans ce pays. Au départ, nous autres journalistes, nous autres Camerounais, nous avons tous applaudi. Mais lorsque, dans les faits, on a commencé à cravater ceux qui se sont servis dans le frigidaire de la République, on s'est rendu compte que ce n'était plus une opération d'assainissement de la fortune des biens publics, mais c'était devenu une opération de liquidation politique. Et pourquoi? Parce qu'on a vu en cascade comment la justice n'a pas pu faire son travail dans les règles de l'art. Est-ce que vous savez, Calixte, que dans ce pays, on a arrêté des personnalités sous le prétexte qu'ils avaient volé de l'argent, on les a jetés en prison, on ne les a entendus que 4 ans après, et par la suite, 8 ans plus loin, on vient leur dire qu'il y a un non-lieu. Alors, c'est ce genre de choses qui crée la fracture sociale, qui crée des inimitiés, qui crée... On ne dit pas que les Camerounais ne sont pas unis, mais il y a d'autres problèmes. Moi, je viens par exemple, j'étais à Kumba il y a quelque temps. Je partageais cela avec le présentateur tout à l'heure. Mais j'ai passé une semaine là-bas. Mais je me suis rendu compte que quand vous êtes dans cette partie du Cameroun, vous n'êtes pas accueilli là-bas comme un Camerounais. Le pain qu'on mange à Kumba vient du Nigeria. Les chaînes de télévision que vous voyez, les chaînes que vous voyez dans les hôtels là-bas sont du Nigeria. De la bière qu'on boit là-bas, ça vient du Nigeria. Vous voyez qu'il y a quelque chose Un cliché. qui nous manque encore Voilà. pour que cette unité nationale vraiment se consolide. D'accord, ce qui me fait beaucoup plus rire dans les propos de Faustin Dicam, le frigidaire, vous avez parlé, le frigidaire de l'État, les gens qui s'en servent dans la même lancée. Je voulais quand même qu'on essaye un peu de... je me retourne vers vous pour parler de l'impact que la corruption et les détournements de fonds publics ont eu dans l'aggravation du tribalisme. Non, on va y arriver avec... je connais qu'avec votre maestria, vous avez envie de ne pas me voir réagir par rapport à ce qui a été dit par Calix. Peut-être en un mot rapidement, Non, et c'est puis pas on un mot, revient. puisqu'elle a obtenu sa motion, Bouba, c'est toi qui contrôle, mais il faut quand même dire qu'il y a eu un écart de langage qui nous a été traité ici de malhonnête, qui est venu de la part de Mme Béala. Je m'excuse. Elle s'est excusée déjà. D'accord, hein. cela Ok. étant dit, je voudrais peut-être donc lui rappeler, cela étant dit, on n'y revient plus, mais cela étant dit quand même, il faut rafraîchir la mémoire de Mme Béala. Il faut lui dire quand même que, d'abord, je n'ai pas dit que l'armée était là pour protéger seulement les citoyens, mais seulement si elle connaissait le Cameroun dont elle parle, elle saurait que cette armée-là ne travaille pas qu'aux frontières, que cette armée-là qui était dans les rues en 2008 pour tuer les Camerounais, que cette armée-là qui garde les entreprises, je ne sais pas quoi là, l'armée, je ne parle pas de la police, je parle de l'armée camerounaise. Cette fois-là, ce n'est pas dans les frontières. Donc, de ce point de vue, il vaut mieux que vous essayez d'avoir encore plus de renseignements pour comprendre ce que c'est que le Cameroun dont on parle. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas admettre qu'on vienne nous dire ici que non, votre situation, écoutez, même en France, c'est la même chose, parce qu'on peut, non, la France, c'est pas la même chose. Vous y êtes, c'est votre pays, bon, nous y allons de temps en temps, bon, on y a fait La quelques France, c'est études. comment? Donc, vous avez dit, non. C'est comment? C'est génial. Donc, c'est Non, qu'on souffre autant, qu'on souffre autant qu'au Cameroun. Oh, si, oh, Oui, c'est oui, bon. oui. Bon, de toute façon, nous autres Camerounais, Moi on aussi, ne je veut suis pas savoir. camerounaise. Oui, on ne veut pas savoir ce qui se passe en France. Mais vous nous faites référence en permanence Oui, aux États-Unis ici. C'est moi qui vous me vous laissez ai parler, Calix, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Cette fois-ci, je vous le demande. Voilà. Vous voyez, Vous faites référence à vous voyez, vous l'étranger revenez sur la permanent. malhonnêteté. Laissez-moi articuler, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Terminez sur la question. Allez-y. Sur votre question. Oui. Je voulais rappeler que vous avez quand même... Vous avez bien répondu à Calix. Moi, je vous ai posé une question. Vous ne m'avez pas répondu. Ce n'est pas un débat entre Calix et question, vous. c'était laquelle C'est quand même de répondre à ma question. Je parle de l'impact de la corruption et de détournement de fonds publics dans l'aggravation du tribalisme. Non, mais parce que vous devez d'abord comprendre que cette corruption, ce détournement, il est systémique. Un système est en place, qui est mis en place par une certaine mafia qui gère, c'est quelques personnes. Pour la plupart, on les retrouve dans toutes les ethnies, c'est une évidence. Les gens
qui font cette corruption, qui, la majorité, je voulais dire, ils ne peuvent pas se compter sur 200 personnes qui sont les auteurs de cette opération, qui ont tout le trésor de notre pays. Ils viennent de toutes les ethnies, ça c'est une évidence. Mais simplement, quand on regarde la superstructure qui génère maintenant, qui gère l'État, en fait, ce qui tient, parce que j'appelle ça la mafia en fait, j'appelle ça la mafia, quand vous regardez ça de très près, c'est facile pour chaque Camerounais de se dire, il y a peut-être une ethnie qui est plus dominante dans cette catégorie de détourneurs, de corrupteurs de l'État, mais c'est toutes les ethnies qui sont considérées, qui sont concernées. Parce que quand vous allez à Monnaie Télé, simplement ici à côté, le niveau de misère que vous voyez au niveau des Camerounais, ce n'est pas différent de la misère des gars de Kolofata, qui ne sont pas de la même région. Simplement, chaque fois que la mafia va faire main basse sur les ressources de l'État, les gens vont se replier sur eux-mêmes. Et le meilleur élément de repli, naturellement, c'est le repli familial, le repli tribal, le repli ethnique. C'est de ça qu'il est question. Alors, professeur Hubert Mounondiana, on sort peut-être sur cette question. Est-ce que les partis politiques, par exemple, à travers le choix des hommes et leur implantation, ne favorisent pas ce tribalisme? Le choix, non. Il y a des hommes politiques qui se créent d'eux-mêmes. On ne les choisit pas. Quand on sort du gouvernement, il crée le MSC, tel autre n'a pas été au gouvernement, mais il crée quand même son parti. Donc, la création des hommes politiques ne dépend pas du régime. Tout à fait. Donc, d'après moi. Maintenant, vous voulez peut-être parler des nominations à des postes d'enrichissement. Quand c'est de ça qu'il est question. Effectivement, un poste de responsabilité, si vous voulez. Non, je dis poste d'enrichissement. Ok. Il y a responsabilité et responsabilité. D'accord. Je vous le concède. Moi, j'ai été chef de département. C'était un poste de responsabilité, mais c'est pas tout à fait. La nuance est établie. La nuance est établie. Alors, dans la distribution des postes d'enrichissement, il y a un petit problème. Là, ce n'est plus question de tribu, pas du tout. Et c'est là où j'en appelle à tous les hommes qui appartiennent à des tribus de ne plus considérer cet élément, ce cadrage, parce que c'est la poudre aux yeux des pauvres. Il y a des individus qui s'enrichissent, pendant ce temps, ils balancent la problématique des divisions tribales pour que les sous-fifres s'empoignent, s'équilibrent entre eux. Pendant ce temps, ils s'enrichissent en paix. Est-ce que ce n'est pas la politique, l'équilibre, le quota, l'équilibre régional? Non, c'est pas la politique du quota, on en a parlé, Hilaire en a parlé, le pauvre Ntouda en a parlé. C'était une technique, n'est-ce pas, une technique de gestion d'une injustice de base, comme dit John Rawls. Il y a une injustice de base. Il faut mettre tout le monde sur le même point d'égalité. Si vous ne mettez pas les gens sur le même point d'égalité et que vous organisez quand même une compétition, disons, démocratique, elle n'est pas réellement démocratique parce qu'il n'y avait pas le même point de départ. Donc, pour moi, la corruption, on peut dire, dans une certaine mesure, que les institutions la favorisent. Par exemple, je reviens encore sur l'institution judiciaire. Ils ont créé là-bas un tribunal criminel spécial. Le TCS. Voilà, pour juger une catégorie de voleurs. Ceux qui auront volé à plus de 50 millions. Ceux qui volent 49 millions et demi ne passent pas dans les juridictions ordinaires. Ça, c'est une justice de classe. Vous ne pouvez pas dire que quand la loi qui traque les voleurs existe, vous créez une juridiction spéciale pour les grands voleurs. C'est là où le peuple est jugé encore parce que pour ces grands voleurs, on construit des prisons spéciales luxueuses. Et c'est une injustice qui s'en va dans la prison. Ça, ce n'est pas... Les autres prisonniers qui ont volé un téléphone se croient vraiment injustement punis. Donc, pour moi, il faut d'abord faire une justice égale et faire en sorte que s'il faut restituer l'objet du délit, il faut que ça s'étende à tous les voleurs, ceux qui ont volé un téléphone. Si j'ai restitué mon téléphone, vous devriez me laisser libre. D'accord, c'est entendu. On n'a plus de temps pour la deuxième thématique. Je sais que vous avez envie de dire quelque chose, peut-être en 30 secondes rapidement. À la suite du professeur, en quelques secondes, qu'il faut que... Parce que nous sommes ici pour éduquer les populations. Ils sont là pour nous écouter en des termes simples. Il faut que désormais on arrête avec ces vieux débats sur le tribalisme, qui a volé quoi, qui a fait quoi, pour parler de la République. Parce que moi, je ne vois pas, moi je suis de l'Ouest, je ne vois pas le problème que moi, de l'Ouest, j'ai et qu'un gars du Sud n'a pas.
Vous voyez? C'est-à-dire que ce soit dans la région, dans les deux régions. Nous avons tous les mêmes problèmes d'eau, les mêmes problèmes d'électricité, les mêmes problèmes d'argent. On est tous fauchés. Il faut le dire clairement, il faut trouver des solutions. D'accord, merci. Là, pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça c'est ce que je vous appelle à faire. Poser le problème, non sur le plan des races, des tribus, mais sur le plan de la République. À savoir que, comme dans toutes les républiques, les possédants, il y a des possédants, il y a des oligarchies, il y a des pauvres. Et il faut poser ça sur le plan de la classe sociale. Sinon, moi, en tant que de mère Betty, je ne pourrais pas m'asseoir avec vous et discuter avec vous d'une quelconque construction. Tout ce que vous allez me dire va être mal pris par moi et je vais le rejeter en bloc. Donc, il ne faut pas accuser les tribus. C'est entendu, on va avancer, je vous en prie, sans transition. Cette fois, on prend la deuxième thématique du jour, lutte contre Boko Haram. Lutte contre Boko Haram, le sommet de Paris et quoi après? Alors, professeur Touda Ebode, est-ce que la visite d'Idriss Déby, jeudi dernier à Yaoundé, est-elle rassurante quant à la mise sur pied d'une véritable coalition pour lutter contre Boko Haram? On va dire que c'est une visite d'étape. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement le Tchad et le Cameroun qui étaient à Paris. Mais pour commencer la construction de ce que je pourrais appeler la stratégie d'implémentation des décisions politiques qui ont été prises, on doit commencer quelque part. Le Tchad et le Cameroun semblent donc avoir d'abord commencé. Cela signifie qu'en montant, il y aura un rapprochement majeur avec le Nigeria, avec les États-Unis, la France, la Chine, tous ceux qui ont dit qu'ils entrent de manière opérationnelle à cette lutte-là. Mais il faut aussi comprendre que le Tchad et le Cameroun ne partagent pas seulement la question en termes de menace de Boko Haram. Il y a aussi la question des ex-Séléka, mais aussi des anti-Balaka, qui, de ce point de vue, touchent donc les deux pays. Vous voyez donc que si vous prenez les deux pays, ils ont à peu près des menaces de même nature à l'intérieur ouest et à l'intérieur est. Et cela peut donc les amener à être plus proactifs, parce que ça va déboucher sur quoi? Sur aussi un éparpillement des forces de sécurité à travers les différents territoires. Les autres pays, ne pouvant avoir qu'une seule menace majeure, peuvent concentrer les leurs. Donc, pour cela, ils vont coordonner donc les efforts et ça peut expliquer la raison de leur rapprochement. Alors, Fossé Ndikama, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, entre le Nigeria et le Cameroun, surtout quand on sait que ce n'est pas un amour parfait entre le président Goodluck Jonathan et le président Paul Biya, on peut s'attendre à un rapprochement dans le cadre de la lutte contre Boko Haram? Mais c'est impératif, le rapprochement, c'est impératif. Les deux pays doivent se rapprocher pour lutter efficacement contre ces terroristes. Moi, je veux vous dire quelque chose de très simple. Vous avez parlé du président Déby qui était ici l'autre jour. Vous parliez là tantôt, il y a à l'instant du président Goodluck Jonathan et de notre président. Vous êtes sûr qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe? Ils savent très bien. Le président Déby peut vous dire, là où Boko Haram se ravitaille en armes, on sait qu'ils descendent là au Soudan, ils passent par le Cameroun. Vous voyez? Il y a un problème de renseignement, de coordination du renseignement. Vous ne pouvez pas, j'ai entendu des gens insulter presque publiquement notre armée, ce qui m'a fait très mal. Nous avons l'une des armées les mieux formées d'Afrique. Nous avons la deuxième armée de l'air la plus forte après celle d'Afrique du Sud. Ça, c'est reconnu. Vous voyez? Mais comment est-ce que notre armée n'arrive-t-elle pas à contenir les assauts de ces terroristes? Simplement parce qu'il y a des complicités énormes à l'intérieur de notre territoire et de l'autre côté. Parce que ici, le renseignement prévisionnel ne marche plus. Normalement, vous avez entendu très bien les deux chefs d'État l'autre jour. Ils ont commencé par là, qu'il faut harmoniser à tout prix le renseignement. Parce que c'est quand on va impliquer les populations, d'un côté comme de l'autre, la presse que nous sommes, d'un côté comme de l'autre, et les pouvoirs publics, qu'on pourra trouver une solution. Vous savez, c'est une guerre, je crois, je parle sous le contrôle du professeur Touda, il parle souvent d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire c'est un ennemi invisible, Boko Haram. Mais on peut arriver à les combattre, parce que nous avons des professionnels qui sont faits pour ça. Mais le problème, c'est que d'un côté comme de l'autre,
en matière de renseignement, personne jusqu'ici ne semble bien faire son travail. Kalis Beyala, comment justifier cette récurrence chaque fois de Boko Haram sur le territoire camerounais? Vous expliquez cela comment? Y a-t-il des complicités ou alors c'est simplement une faiblesse du système? Je pense qu'il ne faut pas tout le temps penser que c'est une faiblesse du système. Même les pays les plus que vous admirez le plus, comme les États-Unis, ont été frappés. Non, mais je vous dis vos admirations. Même à Paris, quand ils ont décidé... Non, tous les deux là, vous êtes absolument fascinés. Vous êtes plus européens finalement que moi. Je suis plus camerounaise que vous. Donc excusez-moi, je suis plus camerounaise que vous finalement. Non, mais c'est la vérité. Personne n'est plus camerounais que l'autre. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire que effectivement, c'est vrai que même quand une armée est hyper performante, et l'armée camerounaise l'est d'après ce que j'ai pu voir, sinon on aurait déjà été même envahi par la Séléka, qui avait déjà fait des pénétrations, même jusqu'au niveau de Douala. Et on a réussi, sans bouleverser, sans créer de la psychose d'ailleurs, à les mettre hors jeu. Et je pense que cette armée va réussir cette fois-ci en plus. Ceci étant, vous savez, pour les gouvernements du monde entier, combattre le terrorisme est certainement la chose la plus difficile que soit. Et où je vous rejoins, c'est que non seulement, effectivement, il faut intégrer surtout la population, pas tellement la presse, parce que vous parlez, vous êtes quand même, vous parlez trop pour la presse. Il faut intégrer la population. Non, moi je ne parle pas beaucoup, je ne dis pas n'importe quoi. Dans les livres, dans... Oui, c'est des romans, c'est pas pareil. Dans les émissions en France, en politique et en tout. Hein. Oui, non, mais pas comme vous. D'accord. Il faut non seulement intégrer, je pense effectivement que la collaboration, c'est pour ça que l'idée de maintenir l'esprit de l'unité nationale en ce moment est plus que jamais urgente. Sinon, nous allons faire disloquer et exploser le Cameroun, comme ça a été le cas de la Libye, comme ça a été le cas du Mali. Je vous assure que ça n'arrivera pas. Ben voilà, vous êtes très patriote, donc voilà, ça y est, ça commence. Donc je pense que nous allons gagner cette guerre-là et il faut arrêter. J'ai entendu effectivement certains Camerounais dire que nous avons une armée nulle. J'ai dit nous avons une armée exceptionnelle. Exceptionnelle. Une armée efficace. Alors, professeur Hubert Monon-Djana, dans une interview accordée à RFI mardi, le ministre des Relations extérieures affirme que les patrouilles mixtes et le droit de poursuite réclamé par le Nigeria ne sont pas nécessaires. C'est votre avis? Je crois qu'il avait des préoccupations sur la souveraineté de l'État camerounais. Que l'État camerounais est capable de mener sa police et son renseignement et de réagir, mais alors en parfaite collaboration. Il ne faut pas que d'autres viennent se substituer à l'action camerounaise. Je crois qu'il tenait à préserver cela. C'est pour la gloire de notre pays d'avoir des gens qui sont sensibles à la souveraineté. Bon, maintenant, dans le terrain, bon, dans la bagarre, vous ne savez pas, quand les gens s'empoignent, ils peuvent aller tomber dans la propriété de quelqu'un d'autre. Hein. Et il faut poser la question aussi de qui est derrière Boko Haram. Parlons justement. C'est la question de vos pays que vous admirez. Hein? L'Amérique et certains pays européens. Y a-t-il quelqu'un qui se cache derrière Boko Haram, selon vous? Il est à Je vous ai dit. Je voudrais d'abord... Est-ce que vous... S'il vous plaît, c'est Hilaire. d'État, ils ne savent pas. D'accord, c'est Hilaire qui a la parole, Faustin. Vous parlez décidément beaucoup. Hein. Je suis là pour parler. S'il y a des gens qui ne veulent pas parler, qu'on me laisse parler, tout ça. Puisqu'elle parle bien de la France, il faudrait quand même noter que... Ah, j'ai pas dit le mot. Il faudrait quand même noter que ça nous a paru assez embêtant, hein, en tant que citoyens, de savoir que... bien que De Gaulle ait lancé son appel pour la libération de la France à partir de l'Angleterre, c'est parce que la France était sous occupation. Et donc, à ce moment-là, c'était normal que De Gaulle le lance à partir de l'extérieur. Ah, vous voulez dire que ce n'est pas normal que Biya déclare la guerre à Paris, c'est ça? Que M. Biya-Paul lance la déclaration de guerre à partir de Paris, ça montre quand même l'extraversion, sa posture extravertie de la gouvernance camerounaise. Maintenant, si c'est Paris... Vous savez que ce n'est pas souvent dans sa nature. Oui, bien sûr. S'il a fait, c'est qu'il a eu des raisons. Non, il a des raisons propres à lui de le faire. Ça peut être une stratégie. Oui, bon, laissez-moi, citoyen, commenter sa stratégie. Laissez-moi, citoyen, commenter sa stratégie. Laissez citoyen commenter cela. Il a fait à partir de Paris, et puis on sait que tous ceux que Paris a essayé de débarrasser de certaines personnes, comme la Libye et comme le Mali, dont on citait tout à l'heure, sont aujourd'hui toujours en menace, en déliquescence en tant qu'État. Donc, je ne crois pas que la solution soit celle qui va venir de Paris. Et maintenant, puisqu'on convoque
la participation des citoyens, en postulant, c'est-à-dire en postulant que l'armée camerounaise, et ça c'est une vérité, est fait quand même des hommes extrêmement bien formés, puis ils ne peuvent pas, parce que la guerre est asymétrique, il ne s'agit pas de prendre un char, bombarder les autres, ils ne peuvent réussir que s'il y a une bonne participation de l'armée. Or, malheureusement, le système est en guerre contre ces citoyens depuis des années. Alors, il faut donc commencer par faire la réconciliation entre les Camerounais et leur élite dirigeante qui est en guerre contre les citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de demander que les citoyens, parce qu'il y a quelques jours, je disais sur quelques semaines, je rappelais quel était mon émoi de me retrouver à l'aéroport de Maroua, voyant qu'il y avait des petits blancs qui étaient là, en train de se faire accompagner par 2 gardes du BIR. Hein, 2 gardes du BIR, des petits blancs qui, je ne suis pas certain qu'ils sont capables de me délier les lacets de chaussures, mais ils avaient 2 gardes du BIR pour les accompagner, faire leur petit tourisme à voisin. Et les Camerounais qui étaient là, et qui sont aussi enlevés tous les jours, n'avaient pas la même préoccupation de la part de l'État du Cameroun. Et donc, cette lecture que les citoyens de ces zones peuvent avoir sur le regard que leur hiérarchie, leur État porte sur eux, peuvent les rendre réfractaires à toute logique de contribution. Okay, d'accord. Alors, professeur Toudaï Bodé, peut-être on va terminer par vous, Calice. En dépit de la mobilisation internationale contre Boko Haram continue toujours à frapper au Nigeria. On se pose la question jusqu'où peut aller cette secte islamique. Est-ce que, par exemple, à terme, si la situation perdure au Cameroun, l'on peut s'acheminer vers l'instauration d'un état d'urgence dans la région de l'extrême nord? Oui, je vais répondre, mais je voudrais d'abord faire une clarification, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de l'armée. Nous sommes en guerre de manière symbolique, mais en réalité, il s'agit des forces de défense. L'armée, c'est des forces de sécurité, j'allais dire. L'armée, c'est une force de défense. C'est de ça qu'elle parlait lorsqu'elle disait que l'armée, c'est pour les frontières, ainsi de suite. Dans la situation actuelle, nous avons des problèmes de sécurité intérieure qui sont essentiellement gérés par la police, la gendarmerie, la douane, majoritairement, plus tous les civils, les administrateurs civils, et tout le reste là. Et des problèmes de sécurité internationale, c'est-à-dire ce que nous appelons la criminalité transfrontalière, qui viennent donc du Nigeria ou de la Centrafrique ou d'autres pays. L'armée, en tant que force de défense, plus la police, la gendarmerie, la douane et consorts, se mettent donc ensemble parce que la gestion est transfrontalière. Voilà la première chose. La deuxième chose étant de dire que c'est un peu difficile de suivre tous ces débats lorsque les gens ne maîtrisent pas les éléments de base. Ce qu'on peut reprocher à une unité d'armée, ce n'est pas parce que cette unité a été attaquée au niveau de ses frontières. C'est lorsque les gens ont pénétré les frontières et venir s'installer chez vous. Parce que l'armée agit ici comme un gardien au niveau de la porte. Si vous organisez un bal, vous ne contrôlez pas tout le flux qui arrive de dehors. Mais c'est quand ils arrivent à l'entrée de la porte que vous savez qui faire entrer et qui refuser. La bagarre qui a lieu au niveau de la porte, si personne n'entre dans la salle, ça veut dire que le portier est solide. Est-ce qu'on peut s'attendre maintenant à l'état d'urgence à l'est et à l'extrême nord du Cameroun? Il y a des niveaux d'alerte au niveau de la défense nationale, en fonction de la manière dont la menace est perçue à un moment donné. Je vais commencer par la partie septentrionale. Vous voyez que le nord, tel qu'il est constitué dans la carte, c'est pratiquement un sillon, n'est-ce pas? On peut donc par exemple s'imaginer que lorsqu'on crée un commandement d'état d'urgence là-bas, c'est plus efficace parce qu'on peut ratisser partout. D'abord, le territoire est petit, en outre, il est surpeuplé. Donc je pense que s'il y a tout simplement la collaboration réelle des populations, personne ne peut se cacher. Par contre, lorsque vous allez à l'est, l'état d'urgence, ce n'est efficace véritablement que dans la ville. Or, la ville représente pratiquement, j'allais dire, 2% du territoire de la superficie. Le reste étant couvert par la forêt. Merci. Alors, on me signale à la régie qu'il me reste 1 minute. On va 45 pour Calice et puis 15 pour Faustin. Oui, non, mais moi, je vais... 15 secondes. Je vais juste en profiter pour vous dire, mes frères, que tout ce qui est exagéré
tout ce qui est une description. Je suis très sensible au mot en tant qu'écrivain. Dire que l'État camerounais a déclaré la guerre aux citoyens, fait la guerre aux citoyens, le mot est trop fort. Et donc, pour des gens comme moi qui vous écoutent, permettez-moi d'être mal à l'aise, car aucun gouvernement ne peut déclarer la guerre à son peuple. Il y a d'autres expressions. Non, ce n'est pas possible. On est à la fin, je crois. Deuxième, non, c'est pour vous, c'est pour que quelqu'un comme moi puisse tendre l'oreille. Tendre l'oreille. 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. On ne brille pas les délais de temps, je vous en prie. Faustin, si vous voulez laisser votre temps d'antenne à Carlos, mais ne parlez pas au même moment qu'elle. Voilà. 15 minutes. Et je pense aussi que les circonstances ont peut-être amené. Respecter son chef d'État, c'est se respecter soi-même. Qu'on l'aime ou pas. C'est ce que j'étais là à vous dire. Parce que vous en parlez comme s'il s'agissait de votre petit copain. Il ne l'est pas. C'est le dirigeant. Ceci étant, quand il fait une déclaration à Paris, il me souvient, je ne suis pas journaliste comme vous, qu'il y a eu une attaque de Boko Haram. La même nuit. Ce jour-là. La veille. Donc peut-être qu'il a été pris par l'urgence de rassurer son peuple. Biya n'est pas un guerrier. Le peuple, là, maintenant je vais jouer de mon âge, il n'a jamais agressé d'autres peuples ni d'autres pays. Et donc s'il l'a fait, c'est qu'il avait... S'il vous plaît. Oui, il aime la Faustin, conciliation. vos 15 secondes, rapidement. Donc je comprends pourquoi Caliste est sur ce plateau ce matin. Donc je voulais simplement dire que je partage une partie de ce qu'elle dit. Le président de la République n'est pas un bat-en-guerre. Mais nous devons tous collaborer avec les forces de défense pour pouvoir mettre hors de notre territoire ces criminels qui nous assaillent. Merci Faustin, merci, c'est une belle parole. Merci Calix d'être venu. Merci professeur Touda Eboude. Professeur, merci Hilaire Kamga. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Canal Presse. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera 23h. D'ici à là, gardez le sourire. Bienvenue.